Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Mercredi c'est foot, on fait durer le suspense et le plaisir aussi puisque tout va donc se jouer lors de la dernière journée de Ligue 1 pour l'OM et pas seulement d'ailleurs, qui peut encore finir deuxième, troisième ou, pire scénario vu la saison écoulée, quatrième. Et une chose est sûre, l'OM n'est plus maître de son destin après s'être fait subtiliser sa place de dauphin par l'AS Monaco le week-end dernier. On en parlera en deuxième partie d'émission. Place pour commencer à l'histoire, une histoire méconnue, l'histoire d'une bande de potes marseillais qui, il y a 41 ans, sauvaient l'Olympique de Marseille. On connaît tous les minots, mais connaît-on vraiment leur histoire ? Pour nous la conter, Mourad Hartz, journaliste au Football Club de Marseille, s'est penché sur cette période incroyable de l'Olympique de Marseille avec Benjamin Courme et Julien Lafont. Salut Mourad. Salut Laurie, merci de nous recevoir. Merci à toi d'être venu sur ce plateau parler de ce film donc sobrement intitulé Les Minots. Face à toi, on a la chance d'avoir justement un de ces minots qui a participé lui aussi à ce projet, avec qui j'ai travaillé durant de nombreuses années au MTV. C'est Jean-Charles Debonneau. Salut Jean-Charles. Salut Lolo. Ça va ? Écoute, ça me fait plaisir déjà de te voir et de m'avoir invité sur ce plateau pour parler de notre génération aussi. Bon, alors avant de vous entendre, messieurs, on va découvrir sans plus attendre la bande-annonce du film Les Minots. Regardez. Pour moi, les minots, c'est le foot à l'état pur. Et cette période-là, ces 6 matchs-là, c'est ça. L'image des minots, c'est qu'on était tous des Marseillais. Et c'est ça qui a fait notre force, je pense. On ne l'a jamais fait pour l'argent. On l'a tout simplement fait pour l'honneur de notre leader. Quoi qu'il arrive, jusqu'à la fin de notre vie, on sera liés. Le club est descendu en deuxième division. Il aurait fallu qu'il remonte cette année. Il ne l'a pas fait. L'OM, c'est fini. Le tribunal de commerce de Marseille a prononcé ce matin la cessation de paiement et la liquidation de biens de l'Olympique de Marseille. C'est l'histoire noire de l'OM en définitive. C'est l'histoire noire. Bien, d'abord, mon objectif numéro 1, c'est d'essayer de remettre une bonne ambiance au sein du club. Je suis obligé de dire que les choses ne pouvaient pas durer telles qu'elles étaient. Je pense que quand on aime un club, on aime son histoire. Et si on est fan de l'OM, on est fan de l'histoire entière. Roland Gouansart, être entraîneur à 27 ans, ce n'est pas trop jeune. Ils pensent tous qu'on est des petits jeunes et qu'ils vont nous impressionner. Et là, ils tombent de haut, ils tombent tous de haut. Quoi. C'est là qu'ils ne comprennent plus. Quoi. Quand vous êtes fort comme ça, collectivement, vous pensez que vous êtes invincible. C'était vraiment puissant. Le mot crête des gueux, c'était ça, l'équipe des minots. On crée vraiment des gueux. La rage de vaincre a prévalu, mais dans les tribunes, certains exaltés ont déjà confondu violence et passion. Vous savez, comme on dit, il y a des lions, il y a des gazelles, il y a des brebis. Nous, on était tous des lions, tous. C'était la mentalité des mecs, quoi. Pour aller à la guerre, c'était pas les derniers, quoi. Sur le terrain, d'entrée, c'est faire comprendre qu'ils étaient chez nous, qu'on était à Marseille, qu'on était à Marseille, que c'est nous qu'on a gagné. Voilà. De toute façon, maintenant, on s'attend à des rencontres toujours aussi dures et de plus en plus dures. Pour un minot de Marseille jouer à l'OM, c'était quelque chose de fabuleux, quoi. Nous, quand on embrassait l'écusson, c'était pas pour rien. Ce tir lointain d'Anigo, Huyghe repoussait la balle sur la transversale, Santos reprenait de la... Debonneau, dont le tir soudain trompe Pérez. Il y a beaucoup de joueurs qui sont partis petit à petit. Ils n'ont pas hésité à les sacrifier sur l'autel de la réussite et de l'ambition, quoi. On n'a pas joué à l'OM. Non. On a aidé l'OM à se reconstruire. Et c'est ce qui vous marque le plus, ça vous marque une vie, quoi. L'équipe des minots, il n'y en a eu qu'une. Et il n'y en aura qu'une. Récemment, ma fille m'a demandé, elle va avoir 18 ans, ah papa, j'ai entendu parler, c'est quoi les minots ? Donc je lui explique, je lui dis tout simplement, je lui dis, tu sais, c'est à une période du club où le club aurait dû disparaître, une bande de potes qui a juste sauvé le club. Et ils sont pour la plupart tombés dans l'anonymat, ce que je trouvais juste.
Ça donne envie. On a hâte de le découvrir, ce film, en tout cas. Avant de nous raconter comment vous avez monté ce projet, Mourad, j'aimerais que tu nous dises comment, avec tes collègues du FC Marseille, vous êtes lancé dans ce projet. Pourquoi ? Vous êtes parti de quel constat, en fait ? En fait, c'est beaucoup dû à Jean-Charles. On travaille avec lui depuis 2 ans maintenant, je pense. Et moi, je connaissais un petit peu l'histoire des Minots parce que j'aime beaucoup l'histoire du club, mais un tout petit peu. Et en fait, quand tu discutes avec lui, tu dis... Vous avez vraiment fait ça, mais c'est pas possible, c'est incroyable. Et puis on se disait depuis un long moment qu'il fallait faire quelque chose. Moi, j'avais même en projet de monter une petite expo sur ce sujet-là avec Jean-Charles. Et puis, c'était début 2020. Donc, malheureusement, après, il n'y avait plus d'expo puisque le Covid est arrivé. Et début 2021, donc Benjamin Courme, qui est le fondateur de Football Club de Marseille, et Julien Lafont, qui est réalisateur de documentaires, montent une structure pour justement faire du documentaire, une société de production de documentaires. Et puis, ils viennent vers moi et me disent « Mourad, on veut faire un premier documentaire sur le foot. T'as une idée ?» J'ai dit bah ouais, j'en ai une. Et puis ils ont dit ah oui, super idée, on y va. On a demandé à Jean-Charles qui a dit bah bien sûr, moi si vous voulez, c'est bien sûr, enfin pour lui c'est comme parler de sa famille, donc c'est voilà. Donc tout s'est fait très très naturellement. Après on pensait sans doute que ça allait être un peu plus court, surtout Benjamin et Julien qui ont fait tout le montage qui a été très très long parce qu'on a eu beaucoup plus de matière que prévu parce que tous les minots ou presque ont répondu présent et moi je préparais les interviews, je faisais les interviews donc c'était que du plaisir, ça durait 3 heures, 4 heures sauf qu'après c'est pas moi qui les dérochais, qui les découpais, qui devais faire l'étalonnage donc voilà c'est comme ça que ça s'est fait et aussi grâce aux personnes qui nous ont soutenus que je tiens à remercier encore une fois tous les crowdfunders comme on dit en anglicisme, dans un bel anglicisme qui nous ont donc soutenus pour aussi ajouter des archives à ce film parce que sans eux il n'y aurait pas d'archives et faire un film sur une équipe des années 80 sans archives, ça aurait été un petit peu dommage. Donc, voilà. Le point de départ, c'était les 40 ans, du coup ? C'est Jean-Charles de Bonneau. C'est Jean-Charles de Bonneau. Modestement. Toi, c'est le charisme de Jean-Charles. De raconter, de replonger dans cette histoire pour toi. Mais tu sais, Lolo, souvent quand j'arrivais même à OMTV, rappelle-toi qu'on parlait un petit peu de notre génération. Et souvent, Mourad et les autres journalistes et consultants qui venaient me parlaient un petit peu de ce qu'on avait fait au club, tu vois, quelques petites histoires. Donc, je leur racontais. Et puis, bon, par moments, je les voyais réagir et ils se disaient, mais c'est pas possible, vous avez fait ça. Et c'est venu naturellement, en fait. Je pense que l'idée est partie de là. C'est-à-dire qu'ils ont voulu faire vivre un petit peu ce que l'on ressentait, nous, cette équipe des Minots. Et ça a permis à Mourad, à Benjamin et à Julien de pouvoir faire ce documentaire film en même temps, qui est remarquable, puisque moi, je ne vous le cache pas, je l'ai vu. Il m'est venu un petit peu les larmes aux yeux. C'est vraiment parce que je sais que mes amis, mes frères, mes copains des Minots, tout ce qui a été dit est sincère. C'est vraiment quelque chose de pétillant. On ressent un petit peu tout ce qu'on a vécu. Et on sent qu'au fond d'eux, c'est quand même passionnant. Donc, c'est pour cela que tout a été imaginé, tout a été fait comme ça devait se faire. Mais voilà, c'est quand même remarquable. Voilà. Tu parlais de la campagne de financement, Mourad. Il y a eu une vraie mobilisation des supporters. Ça vous a surpris, ça, ou pas ? Oui et non, parce qu'on savait... en tout cas, moi, je sais que les supporters de l'OM sont aussi passionnés de leur histoire et je savais qu'ils allaient répondre présent. Comme il l'avait fait pour le documentaire sur Gunnar qui avait été réalisé 1 an avant par notre ami Benjamin. Décidément, quand on s'appelle Benjamin, on fait des documentaires apparemment, mais l'autre Benjamin. Et donc, je savais qu'on allait peut-être, que normalement il y allait avoir une réponse. Après, c'est vrai qu'on a même récolté plus que ce qu'on recherchait à atteindre. Donc, ça a été très positif. Je ne peux pas dire que j'étais entièrement surpris, mais en tout cas, j'étais... comment dire, j'en suis très reconnaissant. Voilà, je ne suis pas entièrement surpris, mais j'en suis très reconnaissant parce que réellement, sans eux, il n'y aurait pas d'archives dans le film et les archives, ça coûte très très cher. Justement, parce que tu disais que tu préparais les interviews, il y a Yanis93 sur le chat qui dit est-ce que c'était compliqué de retrouver ces images d'archives ? Oui, pour certaines. Après, il y a un service de l'INA pour les pros, tout ça. Donc, c'est quand même compliqué. C'est un vrai travail. Il y a certaines images et certains matchs où il n'y a aucune image d'archive parce que c'était des matchs de D2. Des matchs de D2 à Montluçon. En 1981, il n'y avait pas forcément d'images d'archives. Ou alors, des fois, on a retrouvé des images d'archives, il n'y avait pas de commentaires. Donc, on regarde et puis on se dit, OK, alors ça devait être ce match-là. On regarde la date. Puis après, on va voir Jean-Charles. On dit, OK, c'est bien ça. Hein,
Donc par moments c'était un petit peu compliqué, mais franchement c'était un travail très plaisant, comme de préparer les interviews, c'est très plaisant, et même ce que j'ai pu lire dans les livres d'histoire avant, par moments les participants m'ont dit ah non ça c'est pas ça, ils m'ont aussi un petit peu corrigé, et tant mieux, mais c'était que du plaisir, franchement c'était un travail très plaisant à faire. C'était aussi pour leur rendre hommage à ces joueurs, comme dit Eric Dimeco, dont certains sont retombés dans l'anonymat. À fond, vraiment à fond, c'est vraiment le but ultime du film, quoi. C'est de rendre hommage et de redonner la place qu'il aurait dû dans l'histoire de l'OM. Voilà, c'est vraiment ça, et on ne sait pas quelle vie va avoir exactement après le film, mais si déjà le minot aujourd'hui qui va en virage sud, c'est exactement ce qu'était l'équipe des minots grâce à ce film, bah là, c'est 100% réussi, quoi. C'est vraiment de rendre hommage, de dire à tout le monde voilà ce qu'est l'histoire de l'OM. L'histoire de l'OM, c'est ça. Vous êtes passionné d'un club, vous êtes passionné d'un emblème, vous êtes passionné de couleurs, il faut que vous sachiez ce qu'il y a derrière, et ça franchement c'est important. Et puis en plus, en tant que journaliste, moi j'adore raconter des belles histoires, et là j'en ai une juste à côté de moi et qui concerne mon club, et qui c'est trop facile, quoi. C'est limite trop facile, et ça m'étonne que ça n'ait pas été fait, que c'est pas été fait avant même. C'est ton histoire, Jean-Charles. C'était une évidence donc de participer à ce projet. Qu'est-ce que ça a réveillé en toi du coup? Beaucoup de nostalgie. C'est vrai que quand on me remonte les images, quand j'entends parler mes amis, je me dis, franchement, on a vécu une période de ce club dramatique, puisque c'était dramatique, le club n'existait quasiment plus. On fait appel à nous et puis on relève le challenge. On se dit, pourquoi pas? On est là, on avait déjà vécu des choses auparavant, c'est-à-dire qu'on avait été champion de France des moins de 16 ans, 17 ans. On avait gagné la Gambardella, donc on avait été champion de France dès 19 ans. Donc on avait déjà un petit vécu à l'Olympique de Marseille qui n'était pas déjà reconnu à sa juste valeur, puisqu'on est une nouvelle fois les seuls à avoir gagné la Gambardella, malheureusement, parce que je souhaite que les joueurs à venir, les jeunes la gagneront. Et c'est parti de là, quand on nous donne ce challenge-là, eh bien, il nous vient à l'esprit de combattant, l'esprit de surtout relever ce défi, comme je t'ai dit, mais aussi de porter ce maillot de l'Olympique de Marseille. Devant tous ces supporters, au stade Vélodrome, devant ce public, ce peuple marseillais, et puis aussi se dire que le club ne doit pas mourir. Le club ne doit pas disparaître. On est là pour faire notre job, sans arrière-pensée, sans savoir ce qui allait se passer derrière. On ne savait pas si on allait rester au club ou pas. Il fallait qu'on prenne 3 points sur les 6 derniers matchs. Et à l'époque, le match était 2 points, la victoire, et 1 point le match nul. Donc, obligatoirement, ces 3 points, il fallait les prendre pour ne pas être relégué en national, enfin en 3e division. Et on ne perd pas un match des 6 derniers. Et puis, on se dit, on a relevé le défi. Et puis après, on nous convoque. Et puis, on nous dit que voilà, on serait les nouveaux joueurs de cette équipe-là. Donc, bien sûr, la joie, c'était une explosion de joie, puisqu'on devait une nouvelle fois repartir avec ce groupe de jeunes joueurs, mais surtout des amis. Et surtout, je n'ai pas ce qu'envie de dire, redonner les yeux pétillants à tous ces supporters marseillais, à toute cette ville, à tous les supporters de la France qui aimaient l'Olympique de Marseille. Et puis, il y a eu le maire de Marseille, qui est aussi Gaston Defer, qui est intervenu. Enfin, voilà, quoi. Vous allez voir les images, ça a été fabuleux. Mais en fait, nous, on a vécu une histoire, je n'ai pas ce qu'envie de dire, de rêve. Tu sais, quand tu racontes une histoire à tes enfants, l'histoire de Cendrillon, nous, on l'a vécu sur le terrain, au Vélodrome, en se disant, c'est un rêve. C'est pas croyable que nous, aujourd'hui, on se retrouve sur le Vélodrome en portant ce maillot et en se disant qu'on doit sauver le club pour que le club puisse vivre et faire vivre aussi tous ses supporters. Parce qu'ils en avaient besoin aussi de se dire le club ne doit pas disparaître. Et ces supporters-là nous faisaient confiance, entre guillemets, oui et non, puisqu'ils ne nous connaissaient pas. Donc ils attendaient, il y avait une attente des résultats, mais aussi de nos qualités. Donc Eric disait qu'on n'a pas été récompensé à notre juste valeur. Je ne sais pas, certainement parce qu'après, il y en a beaucoup qui sont partis dans l'anonymat. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec toi sur OMTV, de rester au club. Mais il y en a d'autres, malheureusement, qui souffrent encore aujourd'hui de ne pas avoir eu ou de reconnaissance par le club ou par le public ou peu importe par quelle personne. Mais je pense qu'on aurait pu les aider parce que c'est une page de l'histoire qu'on a vécue. C'est pas juste une histoire, c'est une vraie page de l'histoire. Le club n'existerait plus, quoi. Et puis même, Jean-Charles, tu dis cette reconnaissance, puis il y a même sur la reconnaissance sur le moment, c'est-à-dire que, on va pas
raconter tout ce qu'il y a dans le film, mais il y a des nouveaux dirigeants qui arrivent et très rapidement on dit bon bah ok, ils sont bien mignons là ces minots, mais nous on veut autre chose, et puis on a disloqué un petit peu cette équipe petit à petit. C'est aussi ça qu'on raconte dans le film, et vraiment avec le recul on regarde ça, mais pourquoi vous avez fait ça quoi, on comprend pas. Et c'est pour ça que c'est important pour moi en tant que journaliste suiveur de l'OM de raconter cette histoire, parce que cette histoire elle raconte aussi plein d'histoires qui se passent tous les ans à l'Olympique de Marseille, la manière dont on met où on ne met pas en avant justement les jeunes du centre de formation, où on a besoin d'aller recruter des noms, alors que des fois les noms ne sont pas plus performants que le mec que tu as là sous la main et qui est prêt à se donner. Et puis aussi, quand j'écoutais Jean-Charles parler, il dit nous on était là pour porter le maillot. C'est le rêve de tout le monde à Marseille de porter le maillot de l'OM. C'est un truc, voilà quoi, c'est ça. Je vois pas de chose plus belle que de porter le maillot de l'OM quand on est supporter de l'OM, et de redonner la flamme aux gens, faire tout ce genre de choses. Aujourd'hui, le public du Vélodrome, il chante pour l'amour du maillot. Cette histoire-là, c'est l'histoire de l'amour du maillot, sauf que les mecs étaient sur le terrain, quoi. Ouais, et l'importance de l'identité marseillaise, de la fierté marseillaise. Voilà, de l'identité, de ce que ça représente de porter le maillot de l'OM, quoi. On sait ce que c'est. Il y a des joueurs qui sont venus d'ailleurs, qui l'ont très bien compris, ça. Mais c'est vrai que forcément, pour eux, c'était beaucoup plus simple, puisqu'ils étaient tous de là, où pratiquement, bon, il y avait... Eric qui arrivait d'Avignon, mais bon, on était. Il y avait Marc Pascal qui était aussi un mais Marc Pascal a quand même gagné il jouait très jeune avec nous, en cadet, en junior. Voilà, donc, dans tous les cas, même considéré Marseillais, quoi, comme Marseillais. Voilà, mais même Eric, il est arrivé à très Eric tôt est arrivé, aussi, il avait 15 ans, bon, donc 16 ans, c'était pareil. Mais en fait, je te disais, tu vois, c'est un conte de fées. Mais c'est véritablement ça, c'est un conte de fées. Oui, parce que vous l'avez transformé en conte de fées, mais quand même, quand oui. le club est au bord de la faillite, il y a cette phrase terrible dans le présentateur du JT de TF1 qui dit l'OM c'est fini. Enfin, t'as des minots, justement. Enfin, la charge, elle est énorme qui pèse sur vos épaules à ce moment-là. Effectivement, mais je pense pas qu'on se soit rendu compte que la charge était si importante. Parce que pour nous, c'était tellement naturel de jouer ensemble depuis des années que rien ne nous faisait peur, en fait. Rien ne pouvait nous arriver. Au fond de nous, on savait que tout ce que nous allons faire, qu'on pouvait faire avec ce maillot-là, ça serait que du bonheur. Et qu'on rendrait, je dirais, les gens heureux, ceux qui venaient au stade et les supporters qui ne venaient pas, mais qui supportaient l'Olympique de Marseille aussi. On savait qu'on était capable de le faire. On n'avait aucun doute dans notre tête. Vous ne disiez pas à un moment donné, et si on échoue, quoi? Il y avait une insouciance, un petit peu une folie, la jeunesse aussi, mais... Je te promets, Laurie, on n'a jamais parlé de cette question-là. On ne s'est jamais dit... On rentrait sur le terrain, on était là comme des guerriers, on se disait, les gars, il y a un match qui nous attend, il faut le gagner. C'est tout. Comme si on jouait à l'époque en moins de 19 ans, mais pareil, c'était le même état d'esprit. On était tellement soudés, Michel Foss le disait, que les gens ne s'attendaient pas à nous voir aussi... Parce qu'on n'a pas parlé, on a beaucoup parlé de combativité, beaucoup de générosité, mais on n'a pas parlé des qualités, c'est des joueurs qui ont des qualités. Je veux dire, tu ne peux pas sauver un club... être champion de France cadet, champion de France junior, gagner la Gambardella, sauver le club de la deuxième division, remonter en première division sans qualité. C'est pas possible. C'est pour ça qu'Éric dit, quand il dit dans le sujet, ils n'ont pas été reconnus à leur juste valeur. Il y a eu tout ça auparavant. Juste avant de sauver le club, il y a eu des épisodes. Et ces épisodes-là, on est les seuls à les avoir vécus et avoir monté le club aussi haut. Donc voilà, on a été récompensé par nos efforts, par notre travail, mais on était insouciants de tout ça. Nous étions comme tu disais, des jeunes des quartiers de Marseille. On est tous arrivés au club, d'un quartier d'un arrondissement de Marseille. On s'est tous retrouvés là et on était tous amis. Du jour au lendemain, on était tous amis parce qu'on jouait déjà en amateur. Quand tu vois les clubs, le dimanche, les clubs amateurs, on jouait les uns contre les autres. Et on s'est retrouvés à un moment donné, tous avec le même maillot. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui peut nous arriver que de réussir? Tu vois, dans notre tête, on était tellement fort mentalement, physiquement. Après, footballistiquement, il s'est passé ce qui s'est passé. Bon, ça a réussi. Mais voilà, quoi. C'est ce sentiment-là qu'on a. C'est qu'on a fait plaisir aux gens, en fait. On s'est fait plaisir, mais surtout, on a fait plaisir aux gens qui aimaient le club. Et ça, pour nous, c'est une grosse récompense. Comment l'OM arrive dans cette situation? Au final, c'est la gestion dont tu parlais tout à l'heure? En étant l'OM, j'ai envie de dire, c'est vraiment ça, vraiment, parce qu'en se replongeant dans les archives, je me dis, mais
encore ce type de personnage-là, encore ce type de recrue, encore ce type d'ambiance, encore ce type de vestiaire avec des clans qui se parlent pas les uns les autres. Et en étant l'OM, vraiment, c'est ça qui est dingue. Et c'est pour ça que je pense, à ma modeste échelle, que ce film est important aussi, parce qu'il permet d'éduquer aussi sur les erreurs qui ont été faites. Parce que l'histoire de l'OM, c'est un éternel recommencement. Et après, il y a aussi des dettes qui s'accumulent. Il y avait toute une situation qui a fait qu'on est arrivé à ce point-là. Mais vraiment, c'est en étant l'OM. Et après, ce qui va se passer après, c'est encore en étant l'OM. On va encore chercher un président ailleurs qui dit « Oui, moi, je sais tout faire mieux que vous comprenez rien ». Ça rappelle quelqu'un qui est passé récemment à l'Olympique de Marseille. C'est en étant l'OM, voilà, tout simplement. Et eux, moi, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu une équipe qui a plus été l'OM que cette équipe des Minots, parce que vraiment, c'est limite les mecs qui vont... Ils auraient pu finir en virage, quoi. Ils auraient pu simplement être de simples supporters de l'OM, ou en tout cas... J'ai vécu quand même ça. Ou en tout cas, les gens qui... J'ai l'impression que les gens qui vont en virage, ils ont les mêmes valeurs, les mêmes... Ouais, c'est ça, un peu les mêmes valeurs, les mêmes envies. Et sauf que eux, ils avaient le talent en plus, et donc ils étaient sur le terrain. Et souvent, quand on est dans les tribunes, on dit mouille le maillot, fais ça. Il y a toutes ces demandes qu'on fait en tant que supporter. Eux, ils le faisaient naturellement, donc on pouvait même pas leur demander. Donc il y a jamais une équipe qui a été autant l'OM. Mais en même temps, il n'y a jamais une équipe qui a été autant pas l'OM, c'est pas très français, mais parce que normalement à l'OM on fait n'importe quoi dans la gestion et on ne donne pas sa chance aux jeunes. Donc c'est vraiment une équipe qui est paradoxale. Ça n'a jamais été aussi marseillais et ça n'a jamais été aussi peu gestion de l'OM, quoi. Mais c'est... Vraiment, c'est une grande histoire et la question que tu as posée, on l'a posée à tous les intervenants. Il n'y en a aucun qui avait peur à l'époque. Ils n'étaient pas normaux, quoi. Je pense que... C'est un peu le mot, c'est vrai. On était peut-être pas normaux aussi, mais c'est vrai qu'on était... Comme je te dis, on était insouciants. On était un groupe, on était une famille, en fait. C'est ce que j'allais dire, du coup, on en parlait un peu avec Mourad avant de prendre l'antenne. 40 ans après, 41 ans après, c'est ta famille encore aujourd'hui? Tu considères que ces gens-là font partie de ta famille? Oui. Tu sais, Laurie, tu me connais un petit peu, tu sais comment je fonctionne, tu sais comment mes amis aussi fonctionnent, puisque tu les as côtoyés. Il y a juste quelques heures, j'ai eu José Anigo au téléphone, j'ai eu Michel Floss, on fait encore des repas ensemble. Je suis un petit peu l'instigateur de tout ça parce que j'ai toujours été un petit peu celui qui rassemblait tout le monde. Mais on se voit, on mange ensemble, on se fait des petites sorties. Là, pour le film, on se recontacte. Donc, tout le monde a dit oui de suite parce que on est inséparables, tout simplement. C'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Les gens, je ne sais pas s'ils le comprendront, mais nous, c'est tellement fort pour nous que ces minots-là, franchement, pour moi, ce sont tous des frères. Parce que même nos femmes qui venaient au stade faisaient des déplacements avec les supporters. Donc elles se rassemblaient pour partir en quart avec les supporters. Donc il y a vraiment eu une alchimie qui s'est produite. Je ne sais pas si un jour ça reviendra au niveau de l'ambiance, au niveau de cette force collective. Pour retrouver cette ambiance-là, je n'en suis pas bien sûr. On le retrouve dans aucun club, je pense, parce que déjà, nous étions tous des Marseillais. Et ça, c'était déjà une grosse force. Mais de voir, même nous, on s'appelait, bon, on n'avait pas les portables, mais avant de partir, on appelait, on disait, oh, mais tu pars en bus, à quelle heure, à nos femmes. Donc, c'était un déplacement. On faisait le déplacement avec eux aussi, avec les supporters, en fait. Donc, voilà, cette famille-là, on est inséparables. C'est vraiment quelque chose de... Ce que je te disais, c'est un conte de fées. C'est vraiment... Vraiment, quand tu les rencontres, tu comprends qu'ils ont vécu quelque chose en commun, en fait. Dès qu'ils se voient, okay, ça, c'est des mecs qui ont vécu quelque chose en commun. Et ça se sent vraiment. C'est pas... Parce que... Ouais, ça se sent. Voilà, je sais pas, il faut les voir ensemble pour se dire, pour le comprendre, quoi. Tu sais que même si... Enfin, je sais... Ouais. Ils ont vécu un truc ensemble, quoi. Il y avait des choses, et je disais dernièrement sur notre plateau FCM, à une émission, je disais que notre génération à nous, quand un partenaire perdait le ballon, ou qu'il n'était pas bien, on le sentait, il nous le disait. Un copain, un ami. Et on disait, ne te fais pas de soucis, on est là. On va compenser ton petit problème que tu as aujourd'hui. Si tu n'es pas bien, ben nous, on va faire ton travail. Donc voilà. Qu'est-ce qui pouvait nous arriver de plus?
en sachant que tu aidais ton partenaire quand tu n'étais pas bien, quand il y avait un seul problème, il y avait un regroupement des 11 joueurs, même Marc Lévy qui était gardien de but, qui arrivait et qui se mêlait un petit peu aux petites embrouilles, tu vois. Donc les adversaires étaient tous surpris, ils se disaient mais c'est qui ces gars-là ? Qui c'est ces minots, quoi ? Qui c'est ces jeunes ? Et là, ils tombaient tous de cul parce qu'on a une force physique et mentale qui était remarquable. Je pense que tout le monde a été surpris par ça aussi. Et puis, je te dis, par l'envie, tout ce que tout le monde mettait dans les avant-matchs, tout ce qu'on se disait sous les tunnels. Je ne vais pas tout vous raconter parce que le film, on le dira, mais c'est des petites histoires qui sont pétillantes. Qui ne sont pas racontables aussi. Qui ne sont pas racontables parce qu'il n'y avait pas les caméras. Ah oui, c'était une autre époque. C'était une autre époque. Mais je vous pose la question à tous les deux, du coup, est-ce qu'il y a de la nostalgie ? Bon, c'est différent, toi tu as participé à ça, toi tu as vécu ça, du coup, voilà. Tu veux dire, est-ce que par exemple, j'aurais aimé vivre à cette époque ? Ouais, bien sûr. Ouais, je pense parce que c'est 60 ans. C'est important des fois, c'est vrai que je critique un peu le foot moderne. Alors il y a des évolutions positives. Il faut pas faut pas faire le vieux combattant quand on n'a pas été un vieux combattant, quoi, comme moi. Mais c'est vrai que j'aime le fait qu'un club puisse avoir un esprit, puisse avoir quelque chose. Et c'est ça qu'ils ont amené, c'est ça qu'ils avaient. Même si d'un autre côté, le club était géré n'importe comment et qu'il y avait aussi par moments absolument pas ça et qu'en plus on n'a pas construit là-dessus. Donc bon, voilà, tout n'est pas beau, mais je pense que je pense que j'aurais aimé, j'aurais aimé pouvoir m'identifier à ce point à mon équipe. C'est ça le truc. En fait, on avait une identité. Que tu le veuilles ou non. Mais toi, Jean-Charles, t'es nostalgique de cette époque et c'est normal parce que quand tu revois ça... Moi, je suis nostalgique de mes amis, surtout. De cette génération, bien sûr, de tout ce qu'on a pu faire. Mais moi, je suis heureux quand je vois un copain. Et quand il y a un copain qui est en difficulté, tout le monde se téléphone pour essayer d'arranger, d'avoir une solution. Je ne sais pas si aujourd'hui, une seule équipe du championnat de France est capable de faire ça. De téléphoner à un, de téléphoner à l'autre, de dire lui il est fatigué, il faut l'appeler, on va l'aider, on va aller le voir, on va se débrouiller pour faire parvenir ce qu'il faut lui faire parvenir. Tu es nostalgique de cette mentalité ? Absolument. Oui. Bon, après d'avoir fait ce qu'on a fait aussi, bien parce sûr, que c'est quelque chose de grandiose. Mais moi, voilà, la nostalgie, c'est la mentalité, c'est parce que le football d'aujourd'hui a changé. Alors peut-être qu'il y a des bonnes choses qui ont changé, mais moi des fois je vois des choses sur les terrains de football, des interviews, je me dis mais... j'ai pas fait le même sport qu'eux, quoi. J'ai pas la même façon de voir les choses. Le football, pour moi, c'est bien l'évolution, c'est bien le public, c'est bien l'argent. Tant mieux pour les joueurs qui touchent beaucoup d'argent. Je suis le plus heureux, franchement, parce qu'ils le méritent, parce qu'ils font un métier, d'abord, qui ramène beaucoup d'argent aussi ailleurs. Mais c'est la mentalité, des fois, où ça me dérange un petit peu plus. Alors, c'est pas parce que je suis un vieux de la vieille. C'est tout simplement parce que je n'ai pas connu ça. Avec mes amis, avec mes partenaires, avec les dirigeants qui nous entouraient aussi. Parce que les dirigeants étaient là, ils étaient forts avec nous. On ressentait que Roland Gansart, qui était notre entraîneur, joueur, on sentait qu'il avait envie de faire quelque chose avec nous. Qu'il avait envie de redonner ce blason à cet Olympique de Marseille, de faire revivre tous ses supporters au plus haut niveau et de redonner des couleurs à la ville. Oui, ça c'était notre but à nous. Mais on n'avait pas d'arrière-pensée de savoir si on allait signer un contrat professionnel derrière, ou si on allait toucher de l'argent, ou si on allait toucher des primes. On s'en foutait totalement. Nous, c'était de porter le maillot et de faire vibrer les gens qui venaient au stade, et de redonner un petit peu des couleurs à cette ville, et que cette ville soit reconnue par l'Olympique de Marseille, comme elle a toujours été reconnue. Ça a été, pour parler de la forme, après du fond bien sûr, mais ça a été combien d'heures de travail justement, on parlait des images d'archives tout à l'heure, les interviews, aller recueillir les témoignages. Je sais pas, mais moi ça a été assez plaisant mon travail, et je pense vraiment à Benjamin et Julien qui ont vraiment fait le plus gros du travail invisible, on va dire, mais sur lequel un documentaire n'existe pas. Tout le montage, tous des trucs, l'étalonnage, le mixage, des trucs que je maîtrise absolument pas. Donc voilà, eux, ils ont passé des mois et des mois à découper, à refaire ça. Donc c'est vraiment des mois et des mois. C'est des sacrifices parce que Julien est réalisateur de documentaires. Il y a certaines choses, il a dit non, je le fais pas. Je travaille sur mon film, sur les minots qui me rapportent 0 €. Donc ça a été des mois et des mois parce qu'on a commencé à travailler sur ce film
en mars 2021, je pense. Et voilà, il est réellement peut-être avril, je sais pas, en tout cas dans ces eaux-là. Et, ou en tout cas même mars 2021, c'est certain, parce qu'il y a eu des recherches préliminaires même avant les premières interviews. Et il a été terminé en mai 2022. Donc c'est un an de travail. Et vraiment, encore une fois, Benjamin et Julien ont vraiment ramé. Ouais. Et, parce qu'ils avaient plusieurs casquettes. Moi, j'étais vraiment... c'était que du plaisir pour moi. Eux, c'était pas que du plaisir. C'était aussi beaucoup de boulot. Juste pour dire qu'il a dit un mot qui était intéressant et qui me touche aussi, c'est qu'ils ont travaillé pour rien. C'est ce qu'on a fait quasiment nous. Donc, tu peux faire partie de l'équipe des Minots avec Julien et Benjamin. Donc, travailler des heures, des nuits. Tu nous as pas encore du balle au pied, Jean-Charles. Non, mais bon, chacun son job. Je disais tout à l'heure que ça donne envie, évidemment, qu'on a envie de le découvrir. Il y a H. Servietsky sur le chat qui demande où sera diffusé le film. C'est une très bonne question. Alors tout d'abord, on va faire une projection privée pour les personnes qui nous ont soutenus pour les remercier, parce qu'on leur avait promis déjà donc le 11 juin à l'Alhambra. Donc Benjamin, qui fait aussi ça, doit envoyer des mails, etc. Et puis... Donc, si vous avez participé au crowdfunding, vous avez potentiellement reçu ce mail, vérifiez vos spams, je vous conseille. Et ensuite, on va le présenter dans des festivals. Et ensuite, on va voir quelle vie aura le film. On n'a pas encore de plan qui est prédéfini. Donc, après la première réservée à nos donateurs, ouais. on va voir comment sa vie se passe dans les festivals. Et puis, on va se mettre à la recherche d'un diffuseur que l'on n'a pas encore. Donc, donc voilà. Appel au diffuseur, voyons. Voilà. Appelez-nous. C'est un super docu, vraiment. Ouais. Mais le but, dans tous les cas, c'est de le montrer au maximum de monde, et puis on va travailler pour le montrer au maximum de monde, même s'il n'y a pas de diffuseur, je ne sais pas comment on fera, mais on le montrera au maximum de monde, et il sera... C'est vraiment le but, c'est que cette histoire soit connue et soit vue par le maximum de monde. Donc on va s'arranger, on va trouver une manière. Netflix va bientôt arriver. Exactement, Netflix, Amazon. L'Olympique de Marseille, vous avez eu des contacts avec eux par rapport au film ou pas ? Oui, par rapport au fait qu'on avait besoin de l'autorisation de l'OM pour utiliser des images, même après les avoir achetées à l'INA, parce que vraiment les images d'archives, c'est vraiment une usine à gaz. Donc oui, et puis ils ont été très... ils nous ont dit oui, pas de problème, bien sûr, dites-nous exactement ce dont vous avez besoin. Et puis ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème. Alors Jean-Charles, il y a une question pour toi sur le chat, je suis en train de la lire sur mon téléphone, c'est Yanis93 toujours qui te demande, est-ce que tu trouves des points communs entre votre équipe et celle de 94-96 en D2 avec les Dib, Casoni et consorts ? Il y a quelques points similaires, c'est certain, mais on ne peut pas dire que c'est tout à fait pareil, parce que nous étions tous déjà de Marseille. C'est ce qu'il faut savoir, c'est que cette équipe-là, en 93, 94 ou 95, était composée de joueurs venus d'autres horizons, avec d'autres moyens. Il fallait savoir que Bernard Tapie avait gagné la Coupe d'Europe et que malheureusement le club était descendu en 2e division, avec quand même moins de moyens, mais quand même de l'argent, avec des supporters, pas de liquidation. Donc on ne peut pas comparer, je dirais, les faits. Nous, on avait une mission, en fait. On avait une véritable mission de... Et puis, il n'y avait plus rien, voilà, comme tu l'as dit. Et puis, nous, il n'y avait plus rien. Il n'y avait pas un sou, il n'y avait pas de prime, il n'y avait pas de déplacement. Tout se faisait en bus, en voiture, voilà, quoi. C'était tout autrement. La comparer, c'est difficile. Je pense que l'équipe des Minots, il n'y en a qu'une. José Anigo l'a dit dans le teaser, le teaser, pardon. Dans la bande-annonce, teaser. Il le dit, il n'y aura qu'une équipe des Minots. Et c'est la vérité, on peut pas. Ce que j'espère, c'est que les gens qui regarderont ce film, ce documentaire, pas qu'ils prendront exemple, mais prendront certainement des petites choses qui peuvent les intéresser pour une carrière de footballeur, notamment les mentalités. L'envie de voir le football peut-être différemment, de s'imprégner vraiment avec le cœur, avec l'envie, la passion. Nous, c'est ce qui nous menait à faire de bons résultats, c'était la passion, le cœur, l'envie de se soutenir tous. Voilà. Après, comparer, non. On ne peut pas comparer parce que
Je pense qu'il y avait d'autres moyens, le stade était bien meilleur, les installations, il y avait déjà un public, il y avait plus d'argent, il n'y avait pas le couperet en cas de défaite, voilà. Nous, si on perdait, il n'y avait plus de club, quoi. Donc il fallait vraiment le sauver. Et c'est ce qu'on a fait, et c'est pour ça que je ne peux pas comparer à cette génération-là. Ça serait bien de le montrer aussi aux jeunes du centre de formation. Tu me l'as levé de la bouche, j'ai manqué de le dire. Tout à fait. Si l'Olympique de Marseille veut acheter le documentaire, on est ouvert à toutes les propositions. Hein. Mais oui, ce serait bien. Et ce serait bien. Vraiment, moi, j'insiste aussi auprès des supporters, auprès des gens qui ont l'amour de l'OM au jour le jour. J'aimerais vraiment que ce soit eux aussi qui voient le film, qui s'imprègnent de cette histoire, de ce qu'est l'Olympique de Marseille, parce que c'est aussi eux qui font l'Olympique de Marseille. On entend souvent les tribunes dire l'OM c'est nous, et ben ça c'est l'OM aussi. Et alors attention, je suis certain que dans la vieille garde ils connaissent tous l'histoire mieux que moi, j'ai aucun souci là-dessus, mais surtout les jeunes supporters, c'est vers eux j'espère qui vont s'imprégner de ce film, et forcément après les jeunes du centre de formation, on espère aussi. C'est important l'histoire, et puisqu'on est à la Provence, on peut aussi dire qu'il faut acheter le dernier bouquin de Mario Albano qui est très bien sur l'histoire de l'OM. Hein. Tout à fait, qu'on avait reçu Mario d'ailleurs. Moi je vais un petit peu plus loin, tu vois Laurie, je vais presque à dire, il faudrait le montrer aux joueurs, aux dirigeants. Mais justement, il y a je t'ai devancé, pardon. Dutch of Marseille, merci beaucoup Baptiste Lombard dans mon oreillette, qui dit qu'il faudrait montrer le film à Boubacar Camara. Voilà. Oui, je pense que lui, il aurait pu faire partie, tu vois, de notre génération. Oui. Parce qu'il a l'état d'esprit. Dans la mentalité, tu veux dire. Dans la mentalité, il vient des quartiers de Marseille, il a fait tout le centre de formation comme nous, il a gravi tous les échelons sans jamais rien dire, sans avoir de débordement. Il a toujours travaillé durement pour en arriver où il est arrivé aujourd'hui. Voilà, c'est un garçon qui a cette mentalité. Dans le sens où, à mon avis, ce que voulait dire l'internaute, c'était pour lui dire de rester à l'OM et de ne pas partir. Ça, c'est autre chose. Après, ce que je te disais, le football a changé, les ambitions des joueurs sont différentes. Nous, si on avait pu jouer 15 ensemble, on aurait joué 15 ensemble. Et même, comme on dit à Marseille, sans un copec, tu vois, on s'en foutait complètement. On aurait joué pour l'amour du maillot. Mais c'est la vérité, on a tout le temps joué pour l'amour du maillot. Tout le temps. Mais ça serait bien que le club, l'institution OM, sache ce que c'est que de porter véritablement le maillot de l'Olympique de Marseille. Je pense que les nouveaux joueurs qui arrivent s'imprègnent un petit peu de cette mentalité-là. Alors après, avec leur aptitude, leur façon de voir les choses, même les dirigeants. Je pense qu'il y a beaucoup de dirigeants aujourd'hui à l'Olympique de Marseille qui ne connaissent pas. Et j'en suis certain. Moi, je suis passé, quand je travaillais au MTV, j'en reparle encore un petit peu, parce que j'étais dans les couloirs pour faire les interviews, où on travaillait ensemble. Il y a un président de club qui ne me connaissait pas. Il ne savait pas qui j'étais. Est-ce que tu veux parler? Oui, je sais de qui je parle. Je peux le citer, je ne cache rien. Hein. C'est Jacques-Henri Hérault. Il ne m'a jamais dit bonjour, jamais dit quoi que ce soit. Je pense que c'est désolant aujourd'hui que le club ne connaisse pas l'histoire. La vraie histoire, parce que ça, c'est une page de l'histoire du club. Alors, on parle de 93, oui, c'est vrai. Même moi, j'ai vibré. On était invité par Bernard Tapie à Bari, tout ce qui s'est passé auparavant. Mais je pense que sans cette histoire-là, on ne sait pas ce qui sera arrivé. Éric Dimeco vous le dira, mais parce qu'il a vécu 93 et 91, il vous le dira. Mais 93 plutôt. Mais voilà, notre histoire, elle a marqué. Je veux dire, si on peut s'imprégner par les mentalités et de montrer aux dirigeants ce que c'est vraiment Marseille, ses supporters et la mentalité marseillaise, parce que bon, je suis fan et c'est vrai que souvent on me reproche d'être trop marseillais. Oui, je ne vais pas le cacher, je suis marseillais. J'ai porté ce maillot, je suis fan de l'OM, j'ai travaillé à l'OM, je suis respectueux des joueurs qui sont du centre de formation. Oui, je préfère qu'ils jouent un jeune du centre de formation que plutôt de prendre un joueur de l'étranger, de l'extérieur, qu'on a payé plus cher et qui n'a pas le même rendement que le jeune Marseillais. Oui, donc quand on me parle de Camara, je suis fan de Bouba, oui, parce qu'il a vécu un petit peu ce qu'on a vécu nous. Personne ne te reproche d'être Marseillais, en tout cas ici. Voilà. On lui reproche surtout d'être trop fan du centre de formation de l'OM. Oui, mais bon, j'ai fait le centre aussi. Donc, du centre de formation de l'OM. Mais je suis fan, pourquoi, du centre de formation? Parce qu'il y a déjà de bons formateurs. Attention, même si c'est, par exemple, en ce moment, Bamba Dieng, c'est mon chouchou. C'est la bataille de Jean-Charles. Donc, si tu sors du centre de formation, normalement, Jean-Charles, c'est ton défenseur.
Non, mais Bamba Dieng, il nous a coûté 3 copecs. C'est lui qui marque des buts, c'est lui qui nous fait la différence. Je pense qu'en quelques matchs, ce gars-là, il a 20 matchs de Ligue 1. Et d'un coup, tout le monde veut l'acheter. On s'aperçoit qu'on a un bon joueur. Mais... Je suis fan aussi de Bamba Dieng. Donc arrêtons de le critiquer quand tu loupes une occasion de but. Et quand ce sont les joueurs qu'on a payés 10, 15, 20 millions qui ratent des buts, on ne leur dit rien. Et on va critiquer Bamba Dieng qui sort de centre de formation, qui a 15-20 matchs en Ligue 1. Je trouve ça scandaleux, quoi. Bon, on passe au deuxième thème de cette émission. Allez, alors, l'OM n'est plus maître de son destin puisque depuis le week-end dernier, la défaite à Rennes sans appel, l'OM s'est fait piquer sa deuxième place, pourtant précieusement conservée une bonne partie de la saison par Monaco. Bon, alors on est deuxième à égalité de points, mais ils sont devant la différence de but, je le précise. Donc cette J38, elle sera pleine de suspense, messieurs. Vous voyez le classement à l'image. Merci beaucoup en régie. Première question, est-ce que vous êtes confiant pour ce match face à Strasbourg samedi soir? Et vous riez. On ne peut pas. C'est mauvais signe. Il faut être optimiste, il faut être fort dans sa tête, ambitieux. Mais non, ça ne dépend plus de nous. Ça dépend aussi des concurrents directs, c'est-à-dire de l'AS Monaco. Monaco qui va à Lens. Et du Racing Club de Lens. Et du Racing Club de Lens. Il y a beaucoup de paramètres qui font aujourd'hui que l'Olympique de Marseille a plus son destin en main. Ouais. Il faut obligatoirement que tu gagnes cette rencontre, mais après, il faudra attendre les résultats des autres pour savoir si tu peux récupérer cette deuxième place ou pas. Donc, déjà, dans la mentalité, et je reviens toujours sur la mentalité, je pense que les joueurs doivent se focaliser sur ce match-là et l'aborder d'une façon, je ne sais pas ce qu'on a envie de dire, militaire. Puisque, bon, c'est 90 minutes, mais 90 minutes où tu joues ta vie. Donc tu joues ta vie, tu joues pour la saison prochaine aussi, et tu joues pour les finances du club, tu joues pour des joueurs qui risquent de partir, d'autres qui risquent d'arriver, et puis aussi pour le club marseillais, le supporter marseillais, la ville de Marseille. Je pense que c'est un enjeu global. Surtout après ce que tu as souvent offert au stade Vélodrome, ce serait bien d'offrir une dernière bonne soirée aux supporters, quoi, parce que les matchs au Vélodrome ont souvent été très difficiles cette saison à Marseille, et c'est bizarre, quoi, parce que l'ambiance a souvent été très bonne, le stade a souvent été plein, et malgré tout, les résultats n'ont pas été à la hauteur. Il y a eu des soirées désastreuses, aussi bien contre des gros, entre guillemets, parce que Lyon va finir 8e ou 9e, mais ça a été un 0-3 dans les dents quand même, ça a été dur. Bon, il y a à redire sur l'arbitrage, mais tu as aussi perdu 0-2 contre Clermont à domicile, tu as fait des 0-0 contre Metz, tu as eu tellement des 1-1 contre le LOSC où c'était dur, quoi. C'était vraiment dur. Donc c'est aussi pour ça, pour offrir un dernier feu d'artifice, ou au moins un premier feu d'artifice au peuple du stade Vélodrome, qui puisse un peu savourer, parce que pour le reste, on est sûr de rien, on peut se baser sur rien, et il va falloir espérer que les Lensois soient à fond et soient aussi bons samedi contre Monaco qu'ils l'ont été en septembre-octobre contre nous au stade Vélodrome. Donc on a perdu le contrôle, et on a perdu le contrôle que par notre propre faute, enfin pas celle de Mourad Hartz, qui malheureusement aurait bien voulu être assez nul pour pouvoir jouer au stade dans cet OM-là, mais qui était encore plus nul. Donc il n'a pas du tout joué au foot, mais les joueurs de l'OM en tout cas ont perdu le contrôle de leur destin par leur seule faute, parce qu'ils avaient tout en main. Ils avaient 6 points d'avance à 4 journées de la fin. Ils rencontrent un Lyon moribond et un Rennes où il faut simplement jouer différemment. Donc les joueurs et l'entraîneur de l'Olympique de Marseille sont responsables de la situation dans laquelle ils se trouvent. Aussi bien, ils sont responsables du fait de pouvoir jouer la Ligue des Champions potentiellement la saison prochaine, mais aussi de ne pas avoir déjà entériné cette histoire, parce que ça aurait dû être fait, parce que cette année ça roule très très lentement devant dans le championnat de France, et que là le troisième aura 71 points, et que les 4 ou 5 années précédentes tu n'aurais pas été en Ligue des Champions, tu aurais été 4e, 5e avec 71 points. Donc l'Olympique de Marseille aurait dû mettre fin à cette histoire depuis longtemps. Ils ne l'ont pas fait par leur propre faute, parce que ils se sont ratés dans les grandes largeurs, aussi bien le coach que le joueur, dans les moments clés. Donc moi, je suis même pas désolé pour eux. Autant il y a des saisons, j'étais désolé pour l'OM, parce que je me disais, putain, il n'y a pas eu de réussite, il n'y a pas eu de réussite arbitrale, il n'y a pas eu ci. Là, je me dis, ils avaient les moyens de se mettre à l'abri avant, ils ne l'ont pas fait. Ils avaient tout en main, quoi, et ils ont tout jeté par la fenêtre, et puis maintenant ils se disent, merde, qu'est-ce qu'on fait ?
On va espérer maintenant, voilà. Et vraiment, c'est tellement dommage de se retrouver dans cette situation-là, vu la saison de Ligue 1, quoi. Moi, je pense qu'il y a une grosse responsabilité. Aujourd'hui, il faut qu'ils en soient conscients de ça. C'est le match de leur vie. C'est tout. Ils doivent se dire qu'ils doivent se mettre à plat ventre. Il ne faut peut-être pas leur dire ça, parce qu'à chaque fois qu'il y a eu le match de leur vie, ils se sont plantés. Donc, non, mais bon, c'est un match... Mourad, moi, je le vivrais comme ça. Je me dis, il y a un match à faire, à le gagner, pour être en Ligue des Champions. Espérer être en Ligue des Champions. Après, il ne faut pas que le Vélodrome soit un obstacle. Moi, j'ai le sentiment que le Vélodrome, ça devient un obstacle. Tu te rappelles plus souvent. Après, qu'est-ce que tu veux ? Tu vois, qu'est-ce qu'eux veulent ? Ils veulent qu'il n'y ait personne au stade. Mais c'est ce que je te dis, il ne faut pas que ce soit un obstacle. Je pense que les supporters sont là pour aider l'équipe. Et ils l'ont fait, les dirigeants. Parce que franchement, il y a eu très peu de broncas, il y a eu très peu de sifflets, l'équipe a été supportée. Et le stade est constamment plein. Regarde, après la défaite 3-0 contre Lyon, il y avait évidemment la demi-finale retour qui se profilait, mais les joueurs sont allés saluer les virages. Les virages ont applaudi, c'est quand même incroyable. Tu viens de perdre, tu te fais infliger une lourde défaite par Lyon, mais malgré tout, voilà, les supporters disent on est là, on vous soutient, il y a cette demi-finale retour. Bon, voilà. Voilà, on peut pas dire parce que on en a connu, vous en avez connu aussi des saisons qui étaient beaucoup plus chaudes que ça pour beaucoup moins que ça. Donc oui. Bon, après il faut pas tout voir en noir parce qu'on est encore 3e de Ligue 1 et c'est pas arrivé si souvent que ça à l'OM d'être 3e de Ligue 1. Mais malheureusement, les événements font que la 3e place, c'est pas très, et pas très profitable quoi cette saison, parce que les saisons précédentes, quand tu avais un club qui gagnait l'Europa League et qui était déjà en Ligue des Champions, tu allais directement en Ligue des Champions. Donc à la limite, tu termines 3e, bon, pas grave. Mais là, si tu termines 3e, il va falloir jouer des tours préliminaires. C'est ça, il y a l'aspect financier, mais il y a l'aspect aussi que tu vas devoir faire 2 tours préliminaires, les barrages, et ça va être fatigant, quoi. Et que les clubs français se font pratiquement toujours éliminer lorsqu'ils jouent ces barrages. Le dernier exemple en date étant Monaco, qui a perdu en août dernier contre le Shakhtar Donetsk. Donc tu rencontres des très bonnes équipes quoi, lorsque tu joues ces tours préliminaires, même s'il n'y a plus les Allemands, Italiens, Anglais et je ne sais pas laquelle j'ai pas cité, mais Espagnol, voilà. Mais oui, non, mais moi vraiment je me dis mais quel gâchis quoi, quel gâchis. Il y avait tout cette saison pour être déjà en Ligue des Champions, pour fêter la dernière en tongue quoi, au Vélodrome. Ce qui est assez paradoxal, c'est que après l'élimination, cette demi-finale, l'Euroconférence, on se déplace à Lorient et on se dit, là, ça va être le match catastrophe. Parce que tout le monde se dit, ils vont avoir la tête dans le sac, les joueurs se sont fait éliminer, ça va être difficile pour repartir. Et l'OM met 3 buts à Lorient, on se dit, oh là, il ne peut quasiment plus rien nous arriver. C'était le match, le coup près, en fait. Tu te dis, juste derrière l'élimination, si tu perds à Lorient, c'est la chute. Et là, tu ne te relèves plus. Et non, là, les joueurs ont su réagir. On gagne 3-0. Et tu penses à aucun moment que derrière, tu vas te prendre une gifle. Tu vas dire, tu vas partir, tu es comme ça, tu vas aller à Rennes, tu es gonflé à bloc, un match nul te suffirait pour rester second, et tu en prends 2 sans avoir joué, sans aucune prestation des joueurs. Et là, tu te dis, il y a quand même l'inquiétude. On commence à douter, comment ça va se passer la dernière rencontre, est-ce que les joueurs ont peut-être la tête ailleurs ou pas, j'espère que non. Est-ce que déjà les transferts, les prolongations, les finances, on voit l'état de Milik quand il commence à discuter avec Sampaoli, que ça ne marche pas très bien, qu'il ne joue pas ou qu'il fait jouer que 5 minutes. L'état d'esprit, alors j'espère qu'il restera grand professionnel comme il l'a toujours été, et c'est un grand joueur. Donc voilà, moi je me pose toutes ces petites questions qui font que bout à bout, ça met un peu des inquiétudes sur cette dernière rencontre, parce qu'on sait que Strasbourg à l'extérieur, c'est quand même une équipe redoutable. Je l'ai vu jouer à l'extérieur quelques fois et je me suis dit, mais cette équipe-là, effectivement, elle a des qualités. Elle a un entraîneur qui est capable de faire aussi donner des directives à ses joueurs et qui sont capables de... Une très bonne saison, vraiment. Très bonne bien saison. En football, Strasbourg. Puis elle produit du jeu. Alors, en produisant du jeu aussi, ça peut arranger l'Olympique de Marseille. Parce que ça va donner des ouvertures. Maintenant, après, il faudra être capable de aussi aller percer ce bloc et quand il y a les ouvertures, d'aller mettre ce but qui peut les assommer aussi derrière. Qui joue une place européenne aussi, Strasbourg. Il y a d'autres matchs, donc Lens-Monaco qu'on va suivre évidemment. Il y a Lille-Rennes et puis il y a Nice qui va à Reims. Par rapport à ces rencontres-là, vous, du coup, ça vous laisse comment ? C'est tellement imprévisible, franchement. Lille qui va gagner à Nice, j'aurais pas dit. Pourtant, ça s'est passé lors de la dernière journée. C'était quoi les autres matchs, si tu veux ?
C'est Monaco qui se déplace à Monaco qui à Lens. reçoit Brest. Qui recevait. Ah non, qui la dernière journée. Qui va à Lens. Bien sûr. Qui va à Lens, donc ça, qui va à Lens, c'est pas gagné. Ça, c'est pas gagné. Ça, il y a un peu d'espoir dessus. Moi, j'ai un peu parce que Lens joue quelque chose aussi. C'est ça qui est intéressant. C'est ça. Tu dis, 9 victoires consécutives, ça doit s'arrêter un moment. Il ne faut pas faire 10 comme Bordeaux en 2008-2009. Si on peut revoir la première partie du classement, parce que c'est vrai que c'est très très serré. Donc entre Lens qui est 7e, qui a 61 points, Nice 2 longueurs seulement devant, donc 63 points, égalité de points avec Strasbourg. Nice peut finir 4e en gros. Peuvent se qualifier directement pour une coupe européenne, Nice aussi. Et nous, on peut finir 4e aussi. Donc ça, c'est le... C'est le pire cas de figure. Catastrophe, dernier cas de figure à espérer, parce que c'est pas du tout dans l'optique de l'Olympique de Marseille, parce que, tu en parlais, Laurie, c'est vrai que au-delà de la qualification, il y a un aspect financier qui rentre en jeu, il y a une préparation pour la saison prochaine, il y a des transferts à faire, parce qu'il y a des joueurs qui voudront venir que si l'OM est en Ligue des Champions. Ça aussi. Et des joueurs qui voudront peut-être rester aussi si l'OM est qualifié pour cette Ligue des Champions. Et d'autres qui voudront partir si on ne l'est pas. Donc il y a beaucoup d'aspects, il y a beaucoup de paramètres qui font que cette rencontre, obligatoirement, les 3 points sont impératifs. Mais il y a un truc qui est un petit peu gênant. Moi, ce qui m'embête dans cette équipe, c'est que vraiment, il y a plein de fois où j'étais tellement frustré, tellement triste, je me disais, putain, l'OM méritait mieux. Même la saison 2017-2018 avec Garcia, tu te dis, bon, quand même, on a fait ses efforts en Europa League, on mérite quelque chose. Là, je suis presque résigné en me disant, on mérite rien, parce qu'à chaque fois qu'il a fallu jouer des matchs en jeu, on n'a même pas joué. C'est ça qui est le plus frustrant, c'est que tu n'as même pas perdu en jouant bien ou en craquant la dernière minute, c'est que tu es rentré sur le terrain, tu n'as rien fait. Tu as cherché à contrôler et tu te dis, il y a un moment, tu as presque envie de dire, tu mérites ce qui t'arrive. Et c'est horrible parce que on aime tous l'OM, on veut tous voir l'OM réussir. Et moi, cette fin de saison, vraiment, elle m'a achevé parce qu'autant je me disais, contre le Feyenoord, moi, c'était un rêve, tu vas jouer une finale de Coupe d'Europe, peu importe ce qu'on en pense de cette Coupe d'Europe, c'était génial. Et puis Lyon, t'allais les taper quand même, là, ils sont 178e au classement. Et tu viens, tu fais rien, t'es lénifiant en fait. C'est une équipe lénifiante qui veut que contrôler le jeu, qui ne peut être meilleur que contre les plus faibles. Et c'est pas l'OM, ça, quoi. Il y a un moment où ils m'ont tellement refroidi, je suis tellement refroidi par cette équipe. C'est incroyable, quoi. Je pensais pas arriver un jour à un niveau d'indifférence par rapport à une équipe. Et en plus, alors moi, j'ai écrit un livre sur Marcelo Bielsa, donc achetez mon livre. J'allais t'en parler justement, parce que j'allais te demander ton avis sur Jorge Sampaoli, qui n'est pas le seul fautif de ce que tu viens de dire. Le parallèle avec Marcelo Bielsa, on en a beaucoup parlé. Toi qui t'es replongé dans son histoire et son parcours, justement, t'en penses quoi alors de Jorge Sampaoli ? Il n'y a pas beaucoup de points communs entre les deux, hein, mais surtout parce qu'à la fin, ce qui compte, c'est le football, c'est le terrain. Et sur le terrain, ce que propose Sampaoli, c'est cette obsession du contrôle. Et cette obsession du contrôle, elle a montré ses limites en plein à l'Olympique de Marseille. Elle a fait plaisir à personne parce que le côté un peu kamikaze de Marcelo Bielsa, il nous a sans doute coûté aussi une qualification en Ligue des Champions, tout ça. Mais il nous a fait plaisir. On a vibré dans les tribunes. Donc il y avait ça. Sauf que là, l'obsession de Sampaoli, c'est le contrôle du jeu, c'est le contrôle du ballon. Et en fait, c'est ennuyeux, quoi. C'est ça le problème, c'est que c'est ennuyeux et c'est que ça... J'ai l'impression que ça enferme les joueurs, ça les empêche de surpasser aussi à un moment, parce que quand tu es toujours dans la recherche du contrôle, peut-être qu'il y a des prises de risque que tu prends pas, peut-être qu'il y a des inspirations que tu n'as pas, et puis en plus, comme ton coach est à la recherche du contrôle, il met sur la compo plein de joueurs pour contrôler le match, donc tu as moins de joueurs pour prendre des risques. Donc tout ça crée un énorme gap entre le passage de Jorge Sampaoli à l'OM et celui de Marcelo Bielsa, où lui, à la limite, il allait mettre André Ayew arrière gauche et puis il allait mettre le maximum d'attaquants. Jorge Sampaoli, il met le maximum de milieu de terrain et donc on a ça lénifiant, anesthésiant aussi. C'est une équipe anesthésiante. Moi, j'utilise souvent cette
cette métaphore-là, cet OM est anesthésiant. Donc, soit il te met l'anesthésiant, soit tu es assez faible pour tomber et finalement perdre face à cet anesthésiant, soit tu as un peu des joueurs de qualité supérieure et tu résistes. Et puis, tu gagnes le match parce que l'OM n'a rien d'autre à proposer que son anesthésiant. Et son anesthésiant, des fois, il n'est pas suffisant. Donc, c'est très décevant, quoi. C'est vraiment un truc... Alors que j'y ai beaucoup cru. Et comme je suis un peu un hipster du foot et que je m'intéresse au truc, la tactique et tout, c'était très intéressant au niveau de la tactique, mais c'était ennuyeux, quoi. Et à la fin, on en revient à ça, tout hipster du foot que je peux vouloir me transformer en, à un moment, je veux vibrer devant les matchs de foot, et ça, c'était ennuyeux, quoi. Ce que j'ai vécu toute l'année, c'était ennuyeux, mis à part le mois d'août et le parcours en Conference League, quoi. Sinon, c'était ennuyeux. Et quelques matchs par-ci, mais je vais te demander, voilà, le positif que tu vas retenir, quand même. On a vu une équipe qui avait une force mentale, quand même, par moment. Il y a eu des révélations aussi dans cette équipe. Une force mentale, dès qu'il y a eu un gros match, j'étais effondré. Donc, non, il y a eu des joueurs qui ont progressé. On a parlé de Bamba Dieng, on a parlé de Saliba, de Guendouzi. On a senti que ces joueurs-là, en plus, étaient réceptifs au discours de leur coach. Donc, on va pas... Et puis, au moins, c'était pas décousu. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'il voulait faire. Sampaoli, il l'a vraiment mis en place. Malheureusement, j'ai pas trouvé ça super intéressant. Voilà. Mais par contre, je lui reconnais d'avoir de la suite dans les idées et d'avoir été au bout de son idée. Et j'ai compris ce qu'il voulait faire. C'est juste que j'aime pas, en fait. c'est comme ça. C'est ça le truc. Donc, mais par contre, voilà, c'était cohérent. Il y a quand même des joueurs qui ont progressé. On a quand même eu, moi, Bamba Dieng m'a souvent fait plaisir. On a une grande saison de Dimitri Payet qui a marqué un but d'anthologie dont on se souviendra pendant longtemps. Et la petite épopée en Conference League était sympa à vivre avec la Hooligan Cup où on a vu plein de hooligans, on a vu plein de stades différents et l'OM a été supérieur dans ces matchs-là puisqu'encore une fois on cherchait à contrôler, que l'OM était supérieur à Karabakh, Bâle et le PAOK. Et par contre, dès qu'on a une équipe un peu à notre niveau, on a dit on peut plus, désolé, vous avez résisté, vous n'avez pas le droit, donc voilà. Bon, je suis pas très positif, mais vraiment je suis extrêmement déçu parce que j'attendais beaucoup aussi, vraiment beaucoup de cette saison. Tu es aussi déçu toi, Jean-Charles, que Mourad? Je suis un petit peu déçu, oui, comme Mourad, parce que en début d'année, au mois d'août, comme disait Mourad, c'est vrai qu'on avait un football un petit peu champagne, on a vu des intentions de la part de Sampaoli de mettre un système en jeu et surtout de vouloir pilonner un petit peu son adversaire, le déstabiliser dans des compositions d'équipe, dans un système de jeu. Et puis ça s'est effrité au fil des rencontres. Et après, on s'est vite aperçu que ce qui l'intéressait, c'était surtout d'avoir la conservation du ballon. Et moi, en tant qu'ancien joueur, c'est bien d'avoir la conservation du ballon, mais de l'avoir à 60 mètres du but adverse, elle est stérile. Elle est stérile, cette conservation, elle ne peut pas t'approcher, elle ne peut pas te donner des résultats positifs, puisque tu ne peux pas marquer un but et te dire, d'avoir tiré 3 fois au but, 3 fois à côté. Moi, ça me dérange tout ça. Je pense que j'aime une équipe qui montre du caractère, avec des envies, avec du spectacle. Et je pense qu'au départ, il était venu pour faire du spectacle, Sampaoli. Parce qu'il était dans l'optique de... Il savait qu'à l'Olympique de Marseille, le public était chaud, que c'était un stade qui était capable de devenir en ébullition en espace de rien de temps, si l'équipe démontrait une certaine qualité. Et ça a été fait le mois d'août, septembre, et puis après, on a vu des schémas de jeu qui ont changé, avec moins d'attaquants, avec plus en réserve que de vouloir attaquer, de faire peur à l'adversaire. En fait, les entraîneurs adverses ont compris le schéma, la tactique mise en place par Sampaoli, et c'est là où on a été un petit peu piégé, certainement, et où les joueurs ont été aussi piégés par le système, parce que c'est bien quand tu as des résultats, mais le jour où tu n'as plus de résultats, les joueurs se décomposent, en fait, cherchent leur repère, parce qu'ils veulent tellement bien faire et essayer d'apporter quelque chose en plus à l'effectif, en se disant j'ai un rôle hybride, le cas de Rongier, mais qu'ils se sentent perdus, parce que ce n'est pas son véritable rôle, parce qu'il sent qu'il est capable de faire certainement autre chose. Et encore que Rongier, je le trouvais très très bon dans ce système-là.
Mais des attaquants, un exemple, Payet, qui a été pour moi cette saison, il a fait une saison remarquable parce que c'est vrai qu'il a été le stratège, entre guillemets, de cette équipe-là et qui a à un moment donné des points à l'Olympique de Marseille. Mais tu ne peux pas te reposer que sur un seul joueur. C'est-à-dire qu'il faut trouver d'autres solutions. Harit, pour moi, on n'a pas assez utilisé Harit. Je pense qu'on l'a pris dans un rôle de faux numéro 10, mais qui ne jouait pas à son vrai poste. Tu jouais sans véritable attaquant. Camara, un coup, se retrouvait milieu, après se retrouvait dans l'axe. Lirola qui se retrouvait ailier gauche. Bon, on s'est posé beaucoup de questions. Il y a aussi... Non, mais il était parti dans un système en fin de saison dernière, c'est-à-dire à jouer quasiment à 5 derrière, avec Amavi et Lirola, et ce sont 2 joueurs qu'on n'a plus jamais revus. Amavi qui est parti du côté de Nice, Lirola qui a disparu de la circulation, et se retrouver avec Luan Pérez et Kolasinac maintenant qui est arrivé. Je veux dire, c'est pas un plus pour moi. C'est pas un plus. Tu vois, là où je ne suis pas d'accord avec toi, Jean-Charles, c'est que pour moi, il y a un débat. Voilà, pour moi, ça va peut-être être un peu en contradiction avec ce que j'ai dit avant, mais Sampaoli est bon et il est cohérent. Je comprends tout ce qu'il veut faire. C'est juste que j'aime pas. Mais je trouve vraiment qu'il est bon dans l'idée du football qu'il veut installer. Il a vraiment de la cohérence. Il va au bout de ses idées. Je comprends ce qu'il veut faire. C'est juste que je me dis... j'aime pas ça en fait, et que par moments ça échoue, parce que toutes les idées de football échouent, aussi bien celles que Bielsa, je suis bien placé pour le savoir, que n'importe quel autre, et c'est juste que c'est vraiment ce qu'il fait, c'est cohérent, à part à une ou deux exceptions près où il a fait n'importe quoi à Galatasaray, tout ça, ou à Nice, le match de coupe où on s'est dit mais qu'est-ce que t'as fait, on n'a pas compris. Par moments il se fait des nœuds tout seul dans le cerveau, mais mis à part ça, c'est cohérent, tu comprends là où il veut aller. Moi, je comprends son utilisation des joueurs, c'est juste que je l'aime pas, l'utilisation des joueurs. J'aime pas son idée de jeu parce qu'elle ne m'apporte pas d'émotion. En fait, c'est ça le truc où je pense qu'il a perdu de vue un petit peu ça. C'est-à-dire que vraiment, moi, je le trouve compétent dans ce qu'il fait. Je comprends ce qu'il fait, mais j'aime pas son idée de jeu. J'ai jamais dit qu'il n'était pas compétent. Oui. Je pense qu'il a des qualités. D'ailleurs, tu n'entends pas une sélection nationale, que ce soit l'Argentine ou d'autres équipes, d'autres pays. Mais je pense qu'il est dans des systèmes et dans des choix de joueurs, par moment, moi, je ne comprends pas. Je pense que je ne suis pas le seul. Quand tu vois qu'il y a des joueurs, un exemple, je reviens sur Lirola, je m'excuse, mais... Non, mais Lirola, il est mauvais cette année, alors non, ça arrive, on espère qu'il sera... Comment tu comprends que... Caleta-Sarr était bon à jeter au chien au début d'année, qu'après c'est un joueur titulaire indiscutable, que Balerdi était le futur de l'Olympique de Marseille à ce poste-là, qu'il a disparu de la circulation, qu'un garçon comme Alvaro, il prolonge et que tu le vois au mois de janvier partir en Espagne. Pour moi, c'est incompréhensible. Je suis joueur, je me mets à la place de joueur. Je me dis, mais s'il m'arrive ça, je me bats avec le coach. Je te le dis, je me bats avec lui. Parce que je ne comprendrai pas la façon qu'il va m'expliquer, de me dire ouais mais tu comprends, je te fais prolonger mais je te veux plus. Mais tu es un fou toi dans ta tête. Mais ça c'est pas Sampaoli qui a fait prolonger. Non mais Sampaoli ou pas, mais Longoria. Ouais, Longoria, mais il est en accord quand même avec son coach. Tu prolonges pas des joueurs à ma vie pour le prêter derrière et donner la moitié de salaire à Nice. Il y a des choses qui me semblent improbables. Pour moi, c'est inacceptable. Il y a Thierry. Pardon Jean-Charles, il y a Thierry Audibert qui n'est pas d'accord avec toi, Mourad, qui dit le collectif est passé parfois à travers, mais ce n'est pas un problème tactique, c'est mental. À Lyon, tu enterres les Lyonnais en première mi-temps, Feyenoord dans la bourde de Caleta-Car, tu te qualifies. Pas d'accord avec ce que dit Thierry? Justement, tu vois, à Lyon, c'est très intéressant. On salue Thierry d'ailleurs, bien sûr, parce que j'avais fait une émission juste après avec un très bon youtubeur qui s'appelle Mathias Ribeiro. Je vous le conseille à tous, et il a une chaîne YouTube qui est très intéressante, qui parle de tactique. Et on sortait du match à Lens qu'on avait maîtrisé 2-0, et puis on va à Lyon où on perd, mais pendant la première mi-temps on se dit on domine plutôt, c'est plutôt, et il y a beaucoup de similarités entre les deux matchs, sauf qu'à Lens, Bakambu il marque l'occasion du 2-0, et à Lyon, Under il a une occasion, il la met à côté. Et à partir de là, en plus, on en revient à cette idée de l'anesthésiant qui est
que Lyon après a dit je suis en train de m'endormir là, ils se sont réveillés et à ce moment-là ça a pu fonctionner. C'est-à-dire que Lens, on a réussi à suffisamment bien les endormir avec suffisamment de talent collectivement pour que ça passe et en plus on les a piqués 2 fois au bon moment pour que le match soit gagné tranquillement, alors qu'à Lyon tu fais plus ou moins la même chose sauf que Lyon se rebiffe et d'un seul coup tu comprends plus, tu dis non mais attendez, mais normalement vous rebiffez pas les gars, là c'est bon, c'est fini, on a gagné, sauf que il y avait pas eu de deuxième but et que tu perds et qu'après tu te dis mais c'est un désastre, on n'est pas ressorti des vestiaires et vraiment je sais que beaucoup de monde n'est pas d'accord avec moi là-dessus et dit non mais à Lens on a fait un très bon match, mais c'est parce que c'est l'impression à la fin et en effet à Lens on avait fait un très bon match et aussi grâce... Tu vas me dire que tu t'es ennuyé pendant ce match. Non, mais je me suis pas éclaté non plus contre Lens. J'ai trouvé que c'était un match. Moi, j'ai trouvé que c'était un match maîtrisé. J'ai trouvé que l'OM est venu, a voulu faire un truc, a voulu prendre le ballon, endormir son adversaire, lui confisquer et après, voilà, le contrer. Il a rendu inoffensif Lens. C'est ce qu'il a réussi à faire. Sauf qu'à un moment, Lyon s'est juste rebiffé, mais collectivement. Donc là, quand on se fait écraser, c'est aussi que notre plan collectif ne fonctionne plus, c'est qu'on essaye de tenir le ballon mais ils viennent nous presser, alors on dit non mais normalement vous faites pas ça, et à Feyenoord c'est pareil, les mecs ils viennent nous presser, non mais ça va pas la tête, restez tranquillement là où vous êtes et nous on fait tourner le ballon, on vous endort tranquille tout doucement. Il y avait vraiment il y a eu une récurrence dans tout ce qui s'est passé dans la saison et c'est simplement c'est notre rapport à l'adversaire par moment était meilleur que nous et ça... Non mais ça me tue quoi. Vraiment... Laurie te parlait du match de Lyon. Je suis d'accord avec toi, la première mi-temps, tu la maîtrises, la première période du côté de Lyon. La deuxième, il rentre Dembélé, tu es complètement perdu. Oui, mais imagine. Mais c'est là où le coach doit intervenir. Imagine si à la 60e minute, je crois que c'est vers la 60e minute, Under il met le 2-0. Eh ben mais malheureusement, il l'a pas mis. Après, il faut continuer le football. Quand en fait, du côté de Lens, quand tu vois que tu maîtrises la situation, mais tu la maîtrises en plus en te procurant des occasions offensivement. Ah, tu t'en procures pas des masses. Ouais, mais tu as été chirurgical. Après que tu ouvres le score, t'étais chirurgical. Du côté de Lyon, moi, ce que je comprends pas chez Sampaoli, c'est que tu fais une première période contre Lyon à Lyon où elle est convenable, elle est même bonne, et qu'en deuxième période, tu passes dans un autre monde. C'est-à-dire qu'un changement tactique, Dembélé qui passe devant, tu ne sais plus t'organiser. C'est là où je dis que Sampaoli, il doit avoir de la réflexion avec ses adjoints et les joueurs pour essayer de contrer ce système. Parce que si tu n'arrives pas d'un match à un autre, si tu passes, que tu es complètement en haut contre Lens et contre Lyon, tu fais 45 minutes où tu es bien et qu'après tu plonges totalement... Pour moi, c'est pas une équipe qui mérite d'être deuxième. Tu vois, sur la longueur, sur la saison, quand tu regardes, je dirais, les performances de certains matchs, tu te dis, mais c'est illogique quand même par moment. Je pense qu'aujourd'hui, l'Olympique de Marseille se retrouve second ou ex-aequo parce qu'il y a une défaillance chez les adversaires. Parce que si les adversaires auraient dû jouer leur vrai football, je pense qu'on n'aurait pas terminé aujourd'hui sur... deuxième ex-aequo aujourd'hui à l'heure actuelle, on ne serait pas deuxième ex-aequo et Monaco. Dernière question avant de clôturer, messieurs. Jorge Sampaoli va rester selon vous, peu importe le scénario? Je sais pas du tout. Franchement, je sais pas du tout, mais c'est vrai que c'est aussi un coach qui aime bien voyager, beaucoup recruter. Et si t'es pas en Ligue des Champions, peut-être que ça va mettre certaines limites au recrutement de l'OM et peut-être que ça pourrait l'inciter à peut-être regarder ailleurs, mais enfin, j'ai aucune info dans un sens comme dans l'autre, donc je peux pas en parler. Moi, tu vois, Mourad, si tu me dis que si on n'est pas qualifié, que l'entraîneur s'en va, je dirais que c'est un manque de respect pour le club. C'est-à-dire que tu peux pas toujours gagner et tu ne peux pas, si parce que tu n'es pas qualifié, tu n'as pas les moyens, il faut que tu prouves la saison d'après que tu es capable de qualifier le club. Après, maintenant, qu'il veuille rester ou pas, je pense qu'il est capable de tout. C'est un entraîneur qui est capable de disjoncter en l'espace d'une conférence de presse et de dire, vous savez quoi, je m'en vais comme il fait Marcelo Bielsa. Ça, il est capable de le faire. Maintenant, est-ce que c'est aussi le souhait de l'Olympique de Marseille de vraiment le garder ou pas, ou d'avoir peut-être en vue un autre entraîneur derrière? De voir différemment. Pablo Longoria apprécie beaucoup. Oui. Moi, je trouve qu'il est compétent, mais que son idée de jeu est ennuyée. Mais Pablo Longoria, il trouve qu'il est compétent et je pense pas qu'il s'ennuie devant les matchs de l'OM. Donc voilà, lui, pour lui, c'est Marcelo Bielsa. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi qu'il veuille le garder, mais à un moment donné, quand tu insistes comme ça, que tu es président et qu'il y a un actionnaire derrière qui fonce pour garder un entraîneur,
il faut que lui se sente responsable aussi et surtout qu'il se sente fort vis-à-vis des dirigeants en disant oui, je reste ou oui, je m'en vais. Il faut qu'à un moment donné, il ait une certitude. Tu ne dois pas jongler sur les deux tableaux. Si le club te veut, tu réponds en interne sans le faire savoir de suite en disant oui, je reste pour plus qu'il y ait d'ambiguïté. Enfin, moi, c'est mon avis parce que même les joueurs, ils vont se poser la question. Il y en a qui voudront rester avec lui, il y en a d'autres qui ne voudront pas, à l'image de Milik. On verra ça, j'ai envie de vous dire. Samedi soir, donc, coup d'envoi du match entre Marseille et Strasbourg et fin de la saison 2021-2022. Donc, ce sera au Vélodrome, match à guichet fermé une nouvelle fois. Donc, on croise les doigts, évidemment. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de votre film. Merci Jean-Charles, merci Mourad. Donc, Les Minots, donc, on a hâte de découvrir ce film réalisé avec Benjamin Courme et Julien Lafont. Voilà, tu nous tiens au courant, évidemment. On espère qu'il sera vu partout par le plus grand nombre. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à William Pigioni, Baptiste Lombard à la réalisation, assisté d'Audrey Saintas. On se retrouve pour la dernière de la saison la semaine prochaine. Donc, salut à tous et bon match.